Parfait. Donc, bonjour tout le monde, je m'appelle Chris Doran. Je suis un spécialiste des ventes techniques chez ITM Instruments. Merci de vous joindre à nous pour ce webinaire de ITM Université. Sujet aujourd'hui, c'est comment les tests de mise à la terre assurent notre sécurité avec Megger. Nous vous demandons de bien vouloir couper le son de votre microphone durant la présentation. La présentation durera environ 40 à 45 minutes. Puis nous aurons l'attente à la fin de la présentation pour les questions et réponses. Nous vous encourageons de poser toutes vos questions que vous avez, à utiliser la fonction chat durant la présentation. Puis comme j'ai dit, après la présentation, on a une section pour les questions et réponses. ITM Instruments et Megger travaillent en étroite collaboration depuis nombreuses années. Nous sommes fiers d'être un des principaux distributeurs de Megger au Canada. Ceci est le résultat de notre engagement à vous offrir notre expertise de produits, notre service et nos prix compétitifs. Commençons le webinaire aujourd'hui. Il est présenté par Claude Bidreau, technicien en instrumentation et contrôle, ayant suivi plusieurs formations en métrologie, thermographie, analyse de vibration, analyse de puissance. Il est un représentant de technique en équipement de tests et mesures depuis 30 ans, dont plus de 25 ans avec ITM Instruments. Claude, la présentation est à vous. Bon, eh bien, bon matin tout le monde. Bien heureux d'être ici avec vous pour vous parler des vérifications de mise à la terre, parce que c'est probablement un des sujets qui est le moins regardé, mais qu'on devrait regarder. Lorsqu'ils m'ont demandé de participer à cette présentation-là, j'étais très heureux de le faire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va réellement regarder les différentes méthodes d'essai de la terre. Aussi à quoi est-ce que ça sert. La première des choses, quand on parle de mise à la terre, c'est quoi qu'on veut dire? La mise à la terre, c'est une connexion conductrice par laquelle un circuit ou un équipement électrique est relié à la terre ou à un corps conducteur. C'est un conducteur à faible impédance utilisé pour fournir un chemin sûr pour la dissipation d'énergie. Donc, ça peut être s'il y a un courant de défaut, s'il y a la foudre, la charge statique, ça peut même aujourd'hui, avec tous les systèmes de radiocommunication et ainsi de suite, mais dans certains cas, il y a peut-être des interférences, puis il va y avoir de la résonance qui va se faire. Donc, ça nous prend une façon d'envoyer tout l'excédent via la Terre pour protéger les équipements et aussi pour nous protéger. Les avantages d'une bonne mise à la terre, ça réduit les risques de blessures dus à une isolation défectueuse. Ça réduit la possibilité de dommages causés par la foudre et les tensions induites. Puis, ça améliore les performances des ordinateurs, des communications et autres équipements qui sont sensibles. Comme on disait, une des choses qui a changé beaucoup au fil des ans, puis que malheureusement, on n'a pas toujours ajusté nos pratiques, c'est la sensibilité des équipements. Les équipements aujourd'hui versus ce qu'on avait le 20, 30, 40 ans, c'est pas la même chose. Donc, c'est des équipements qui sont beaucoup plus performants, mais qui en même temps sont beaucoup plus sensibles. Si on n'a pas des bons circuits de mise à la terre, on peut endommager plus facilement les équipements. Les personnes, ça, on n'est pas plus fragile qu'avant, sauf que si on touche à une composante pendant que la foudre frappe le building, puis ça passe à travers nous au lieu de passer à travers le sol, on n'est pas très heureux. Donc, on va regarder la théorie d'essai de la Terre. Quand on parle des essais de la Terre, c'est quoi qu'on veut dire? Il y a deux grandes catégories. La première, c'est de pouvoir vérifier la résistivité du sol. Ça, c'est idéal parce que ça va nous permettre de choisir l'emplacement, puis aussi la conception du système de mise à la terre. Est-ce que je peux mettre seulement une seule rod ou si j'ai besoin d'avoir un réseau? Donc, il faut réellement que je connaisse c'est quoi la résistance du sol à l'endroit où est-ce la résistivité du sol à l'endroit où est-ce que je veux installer ma mise à la terre. Une fois que ça c'est fait, après ça, il faut qu'on vérifie, c'est bien beau de dire qu'on a choisi le bon emplacement, mais par la suite, est-ce qu'on a suivi les bonnes pratiques, les bonnes techniques pour être capable d'avoir un bon système de mise à la terre? Là, on va vérifier la résistance du système lui-même.
Donc, on va vérifier que la résistance est suffisamment faible pour que s'il y a une problématique, ben, ça va passer par là et non passer par autre chose. Puis, dans certains cas, ça peut être l'employé qui est à côté sur le moteur en train de le réparer, puis que lui, si sa résistance est plus basse que ta résistance de mise à la terre, ben, malheureusement, c'est par lui que le flot d'énergie va passer. Donc, on veut s'assurer d'avoir un bon système de mise à la terre. Fait qu'on va commencer par le premier cas, qui est la résistivité du sol. Ici, c'est peut-être quelque chose qu'on fait le moins souvent. Une des bonnes raisons, c'est qu'on a quand même un sol en général avec des bonnes caractéristiques qui fait qu'on s'en est sauvé assez régulièrement. Mais en réalité, on devrait toujours, avant de procéder à d'autres étapes, de s'assurer, est-ce que mon sol est adéquat? Donc, l'objectif de cet essai-là, c'est de trouver la résistance la plus faible possible dans une zone. On va obtenir les valeurs nécessaires à la conception du système de mise à la terre basé sur cette valeur-là. Le facteur affectant la résistivité du sol, il y en a plusieurs. La première des choses, la composition. Le sol n'est pas homogène. On va souvent avoir des variations, soit en profondeur, on peut avoir des variations au niveau des matériaux, donc des endroits qui vont être plus rocheux que d'autres, des endroits où est-ce qu'on va avoir peut-être du remblai qui a été fait avec toutes sortes de produits à l'intérieur. Donc, on peut avoir des zones où est-ce qu'on va avoir une meilleure conduction du sol, puis d'autres moins. L'humidité dans le sol, c'est sûr certain que dépendant de la profondeur que je vais mettre mes rods, si je suis rendu proche de la nappe phréatique, à ce moment-là, je vais avoir des humidités qui vont être différentes que si je suis à un endroit qui est très, très sec, la nappe phréatique est très, très basse. La température du sol. Si je ne mets pas mes tiges assez profondes, et que je ne me rends pas sous le niveau du gel, il est possible que je vais avoir, durant les périodes d'hiver, une température qui va être, pas il est possible, je vais avoir une température qui va être complètement différente. Donc, je vais avoir des résistances qui peuvent changer avec les saisons. Fait que ça, c'est toutes des choses qu'on devrait prendre en considération. Fait que les éléments considérés, la résistivité a varié au cours de l'année. C'est sûr que si tu as fait ton test en plein été, il faut que tu penses ça va être quoi ton pire cas en plein hiver, dans certains cas. L'humidité est plus constante lorsqu'on est rendu au niveau de la nappe phréatique. Puis, on va avoir une température stable sous la ligne du gel. Fait que ça, c'est des choses qu'on devrait prendre en considération lorsqu'on va faire nos essais, puis lorsqu'on va choisir notre emplacement. Pour faire les essais, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement se servir d'un système de vérification de la résistance. Ceux qui se souviennent de leur cours à l'école, ce qu'on faisait pour calculer la résistance d'un produit, on injectait, dans ce cas-ci, avec C1 et C2, on va injecter un courant. Le courant va circuler jusqu'à deux autres électrodes qui, eux, on va mesurer la tension à cet endroit-là. Donc, l'idée de ça, c'est qu'on va injecter un courant dans le sol, puis, on va avoir deux autres sondes à l'interne, au centre, qui vont aller mesurer la résistance. Notre objectif, c'est examiner un site pour trouver la connexion à faible résistance de la Terre. Puis, on va utiliser ce qu'on appelle la méthode Werner, la méthode de 4 Probe. Puis ça, c'est une méthode qui est très, très récente. Ça a été développé en 1915. Donc, on est quand même pas si pire. On est quelques années, là, on vient de dépasser le centenaire, parce que la technique est adéquate et reconnue. Qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Avec ce test-là, si on retourne à l'arrière, on a une formule mathématique ici, où est-ce qu'on a la résistivité du sol est égale à 2 pi. Ceux qui ne s'en souviennent pas, le pi, c'est 3,1416 avec tous les autres chiffres après. Moi, j'arrête à 1416. Il y en a qui se rendent jusqu'à 200 millions de combinaisons, fois la surface, fois la résistance du sol. Donc, les variables, on va avoir la résistivité moyenne du sol à la profondeur A, donc la profondeur qu'on va avoir mis nos électrodes. Et ça va nous donner ce qu'on appelle des ohms par centimètre. Donc, c'est réellement, c'est pas juste une résistance, une valeur de résistance ohmique, mais c'est réellement une valeur de résistance par surface.
Donc, le A, ça va être la distance entre les piquets aussi. Donc, on va s'en servir de la profondeur, on va mettre la distance des piquets. Puis, notre résultante, ben, ça va être la résistance. Fait que si un exemple, on voudrait installer une sonde à 3 mètres de profondeur, bien là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mesurer la résistance en plaçant nos sondes A avec des piquets qui sont à 3 mètres de distance l'un de l'autre. Et en profondeur, on va aller au 20e de la dimension. Donc, dans ce cas-ci, on va rentrer nos probes de 15 cm. Puis à partir de là, on va avoir notre valeur. Fait qu'on n'aura pas besoin d'avoir la valeur de la résistance. Puis on est en mesure, avec la formule mathématique, de faire tous les calculs possibles pour déterminer justement qu'est-ce qu'on a besoin comme réseau. Fait que la terminologie, ben, comme on disait tantôt, la résistance du sol, c'est un paramètre qui est intéressant parce que là, on va être capable, en réarrangeant la formule, de connaître la valeur. Ou on peut partir aussi puis bâtir un tableau pour calculer la résistance des électrodes qu'on a besoin. Donc, si on fait les calculs inverses, si je veux avoir une résistance X, bien là, à ce moment-là, je vais être capable de faire mon calcul. Fait que c'est toutes des formules mathématiques dérivées de cette mesure-là. Mais à la base, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a mis nos 4 piquets, dans ce cas-ci, à une distance de 3 mètres chacun et une profondeur de 15 cm. On a injecté le courant d'une extrémité à l'autre et on a mesuré la tension entre les deux. Puis ensuite de ça, bien, pour calculer la résistance, on prend notre tension divisée par le courant qu'on a appliqué, la loi d'Ohm à son plus simple expression, et on trouve notre résistance. Fait que ça, c'est un test qui devrait être fait avant chaque nouvelle installation. Une fois que c'est fait, on a sélectionné l'endroit, on a sélectionné le type de mise à la terre qu'on va mettre, soit une rod, plusieurs rods, un grillage. Donc, on a différentes possibilités au niveau là, des mises à la terre. Là, par la suite, l'autre chose qu'il nous reste à faire, ça va être de vérifier, une fois qu'on va avoir terminé notre installation, est-ce que notre mise à la terre est adéquate. Fait que là, pour ce faire, ben, on va aller regarder c'est quoi une mise à la terre. On va premièrement regarder la définition du dispositif de la mise à la terre. On va regarder pourquoi c'est important de le vérifier. On va regarder la composante de la résistance de l'électrode de terre. Fait que si on y va avec un système de mise à la terre, bien, à sa plus simple expression, donc le système simple qu'on voit là, sur la majorité des résidences, et ainsi de suite, ben, c'est simplement un électrode de terre unique qui est enfoncé dans le socle. On a mis une rod à une certaine profondeur, à un certain emplacement stratégique, puis à ce moment-là, voici notre mise à la terre. Lorsqu'on parle de systèmes plus complexes, bien là, ça peut être soit plusieurs tiges de mise à la terre qui sont connectées, ça peut être aussi un réseau maillé ou un réseau en grille, donc un style de grillage qu'on va mettre sous la dalle de béton. Ça, on va souvent voir ça dans les sous-stations électriques, dans les sites d'antennes cellulaires, et ainsi de suite, où là, on a besoin de s'assurer une mise à la terre le plus adéquat possible. Donc, on va augmenter là, notre surface avec ces systèmes de mise à la terre là. Pourquoi qu'on va tester? Ben, pour avoir une valeur, on veut s'assurer d'avoir une valeur faible de résistance de la terre, parce que ça va nous permettre des dispositifs de protection de fonctionner en temps utile. Parce que c'est sûr et certain que si j'ai une défectuosité qui arrive, je peux avoir quelque chose qui va être très, très, très rapide. On va parler de fractions de seconde. Ben, si mon dispositif de mise à la terre n'est pas adéquat, puis que ça crée une résistance, ben, ça va retarder le système. Ça peut aussi pour réduire les élévations de potentiel dans la terre. Donc, comme expliqué tantôt, ben, c'est sûr et certain que si j'ai une résistance élevée, puis j'ai un courant qui passe à l'intérieur de cette résistance-là, qu'est-ce qui se produit? Ben, je me retrouve avec une tension élevée. Fait que si on prend un exemple que j'aurais je ne sais pas moi, de la foudre, puis qu'on a l'équivalent de 10 000 ampères qui passe.
bien, si j'ai une résistance de 0,2 ohms, on ne parle pas de beaucoup, on ne parle même pas de 1 ohm, bien, 0,2 ohms, ça va me donner un potentiel de 2000 volts. C'est quand même quelque chose qui peut être, qui peut rentrer dans l'important. En général, bien, si on prend comme des systèmes de télécommunications, eux autres, ils ne veulent pas avoir des tensions supérieures de 430 à 650 volts. Que quand ils font leurs calculs, bien, ils vont en tenir compte pour déterminer la résistance du sol. Pas la résistance du sol, mais la résistance du système de mise à la terre. Donc, ça peut être des dangers d'électrocution, parce que si j'ai une élévation qui est trop élevée, bien, si j'ai l'équivalent de 2000 volts, même si c'est si ça serait un faible courant, bien, 2000 volts, c'est beaucoup qui nous passe dans le corps, c'est pas bon. Il y a différentes choses aussi qu'on va regarder. On va avoir ce qu'on appelle la tension de pas. La tension de pas, c'est que je suis dans une zone, mais je ne suis pas en contact direct avec un équipement. Puis de la façon qu'on calcule la distance de la tension de pas, c'est je suis installé à 1 mètre. Donc, mes pieds, entre parenthèses, sont à 1 mètre de soit une surface métallique ou ainsi de suite qui est en connexion avec la mise à la terre. Donc, à une distance de 1 mètre, c'est quoi la tension équivalente si j'ai un défaut? La tension de contact, mais là, c'est réellement je suis en contact avec la structure. Donc, c'est quoi la tension à cet endroit-là? Et j'ai aussi ce qu'on appelle la tension des conducteurs adjacents. Donc, je suis en dessous d'une ligne électrique. Là, je vais avoir la possibilité, justement, à cette distance-là, il va y avoir une certaine tension. Fait que nous, les deux premiers, c'est ce qui nous intéresse le plus. Le troisième, malheureusement, on ne le contrôle pas réellement. Fait que comment qu'on va déterminer ça? Bien, on a nos deux petits messieurs. On a notre monsieur qui, lui, est directement en contact. Lui, il ne veut juste pas être là au moment où est-ce qu'on a une défectuosité, parce que lui, il va recevoir la totalité de la décharge. Puis, on a notre petit monsieur ici, qui, lui, est à une distance des pôles de 1 mètre et plus. Donc, à ce moment-là, on va déterminer c'est quoi la tension à cet endroit-là. Fait que si on ferait des tests, bon, ben, on va se rendre compte que plus on va s'éloigner en distance, plus la valeur de la résistance du sol devient stable et diminue. Et là, on se retrouve avec une tension qui est de plus en plus, excusez-moi, la résistance devient stable, puis la tension diminue. Fait qu'on se retrouve, plus on s'éloigne du point de contact, bien, plus le EPT, ou si on a mieux, le potentiel électrique diminue. Fait qu'à ce moment-là, on est de plus en plus safe. Puis si on est très, très proche, donc à 1 mètre, c'est le point, là, le point critique et intérieur. Puis le reste, après ça, on est de plus en plus sécuritaire. C'est quoi une mise à la terre? Bon, ben, tantôt, on l'a dit. Ça peut être soit une simple rod, ça peut être plusieurs connectés ensemble, ça peut être un grillage. Mais à la base, si on regarde comme il faut le système, bon, ben, qu'est-ce qu'on a? On va avoir la résistance de l'électrode des connexions. Donc, toutes les connexions ici, on a une valeur de résistance. Tu sais, si vous vous souvenez à l'école, ben, on le voyait, à chaque fois qu'on fait une connexion électrique, on rajoute une résistance à la boucle. Donc, ça, c'est une des résistances qui va faire partie de notre système. On va avoir la résistance de contact avec le sol. Est-ce que je suis planté dans une grosse roche? Est-ce que je suis planté dans des sables mouvants? Donc, on va avoir une résistance à cet endroit-là. Et par la suite, on va avoir ce qu'on appelle les zones d'influence. Donc, quand on a planté notre sonde à l'intérieur du sol, bien, cette sonde-là va avoir une certaine masse terrestre qui va l'entourer. Puis là, ce que ça va faire, c'est qu'on va avoir de la conduction de plus en plus éloignée. Puis éventuellement, bien, là, on est rendu avec la résistance à cet endroit-là. Donc, on pourrait dire la zone d'influence. Ça, c'est important, la zone d'influence, on va en parler tantôt. Mais lorsque vous faites vos tests, bien, il faut s'assurer, lorsqu'on va aller chercher nos piquets additionnels, de ne pas être dans la zone d'influence parce que nos valeurs vont être erronées. Mais on va en parler tantôt. On va continuer notre présentation. Fait que si on regarde, bien, c'est quoi notre objectif? Notre objectif, c'est qu'on veut mesurer la résistance du système de mise à la terre. On veut vérifier que le courant de défaut potentiel peut être conduit en toute sécurité à la terre et limiter ainsi la tension de contact.
Fait que notre idée, on veut s'assurer, OK, on a planté notre rod. Si jamais il y a un défaut, est-ce que la résistance est assez basse pour permettre à ce courant-là de passer par là, ou est-ce qu'elle va trouver un autre chemin? Moi, je me souviens, j'avais un professeur au collège, puis lui, il me parlait tout le temps de l'électricité avec ses courses d'eau, puis il me disait tout le temps la même affaire. L'électricité, c'est comme un cours d'eau, ça cherche le chemin le plus facile. Fait que si ta résistance à la terre est le plus bas, c'est par là que tu vas avoir ton flot. Et si ta résistance est plus élevée qu'un autre endroit, bien à ce moment-là, le débit d'eau va se rendre à l'autre place, dans ce cas-ci, notre débit électrique. On a plusieurs manières de mesurer, il y a plusieurs méthodes. Celle qu'on a vue souvent dans les dernières années, c'est les pinces de mise à la terre. Donc, on va en parler ici à la toute fin. On a les mesures qu'on appelle la mesure directe à 2 pôles. On a la mesure 3 pôles, qui est la méthode complète. On a la méthode courte. Puis, on a une méthode de pente. C'est toutes des dérivés de la méthode complète. On va les regarder tantôt. Mais en même temps, c'est les seuls qui sont reconnus par IEEE, donc IEEE avec la norme 81. Fait que si on veut faire un test officiel, c'est les types de tests qu'il faut qu'on fasse. On a ensuite de ça une mesure sélective ART. Ça, c'est une dérivée de la mesure de la pince. Donc, on va l'expliquer tantôt, mais c'est des tests qui peuvent être très, très, très intéressants. Une des questions que j'ai souvent, Claude, c'est quoi une bonne valeur de résistance? Ça, c'est la question qui tue. Je ne le sais pas, parce que ça va dépendre de plusieurs choses. La première chose, ben, c'est quoi la norme que vous utilisez? Est-ce que vous êtes dans une industrie spécifique? Est-ce que vous êtes dans un système spécifique? Est-ce que vous avez des demandes de vos compagnies d'assurance, et ainsi de suite? Fait que ça peut varier beaucoup. Fait que si on s'en va, ben, il y a peut-être que votre norme vous dit 5 ohms. Dans certains cas, peut-être que c'est une fraction de 1 ohm, c'est peut-être point quelque chose. Ça peut être aussi la compagnie d'assurance. Normalement, pour les compagnies d'assurance, une installation industrielle, ils vont demander 5 ohms, une usine de produits chimiques, 3 ohms, puis une compagnie avec un système informatique, on va parler d'environ 3 ohms. Mais ça peut être différent d'une compagnie à l'autre. C'est des valeurs qu'on pourrait dire généralisées, mais ce n'est pas des valeurs à prendre au pied de la lettre. Là. Ça, c'est général. Ça peut être aussi la compagnie d'électricité. Ils peuvent demander à leur centrale 1 ohm. Ils peuvent demander aux grandes sous-stations 1 ohm, puis aux petites 5 ohms. Ça peut être du n'importe quoi. Dans certains cas, qu'est-ce qu'on a fait? Au lieu de servir d'une mise à la terre, on s'est servi de la conduite d'eau. On sert de ça comme mise à la terre. Ben, ça peut être adéquat si notre résistance est inférieure à 3 ohms, puis fréquemment inférieure à 1 ohm. Mais sinon, ça ne devrait pas être de quoi qui est utilisé. La mesure à 2 pôles, la mesure directe. Ben là, ça, c'est la mesure des gens pauvres. C'est une mesure qu'il faut faire attention. Ce qu'on fait, c'est qu'on va se servir de notre grande rod. On va se servir d'un conducteur, dans ce cas-ci, qui serait notre tuyau d'eau qui rentre dans le sol. Puis, on va prendre une résistance entre les deux. Donc, on va prendre notre système. Si on a un système à 4 fils, c'est l'idéal. Donc, on va avoir notre C1 qui va envoyer le courant et notre P1 qui sont à la même place, parce que là, je n'ai pas, comme tantôt, là, mes pôles dans le sol. Et notre C2 et notre P2 à l'autre extrémité. Donc, on va injecter par l'extérieur, on va mesurer par l'intérieur et on va trouver la mesure de la résistance. C'est quoi les inconvénients? Ben, c'est une mesure en série d'une boucle de résistance. La précision va dépendre de l'hypothèse selon laquelle tous les autres éléments de la boucle ont une faible résistance. Et quand on fait ce test-là, ben, il faut déconnecter la mise à la terre. Donc, quand on s'en va faire notre test, ben, il faut qu'on déconnecte la mise à la terre. Ça peut amener dans certains cas une certaine problématique. Le système 3 pôles, ou si on aime mieux le système de chute de potentiel, c'est la méthode classique. Ça nous permet de mesurer la résistance d'une électrode dans la terre unique ou d'un système d'électrodes. Donc, on peut le faire aussi bien pour les grids et ainsi de suite que pour une seule rod.
L'idée est simple, c'est qu'on va encore là avoir notre rod de mise à la terre. On va avoir par la suite deux autres rods ou deux autres tiges qu'on va planter à des distances A et B. On va injecter notre courant de l'extérieur et on va mesurer la tension à l'intérieur. La méthode complète, bien là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire varier l'emplacement de P2. Si je reviens ici, mon P2 ici, ma distance A, bien, elle, on va la varier d'un point à l'autre, entre ma tige de mise à la terre et ma tige de référence. On va changer l'emplacement de P2 sur une ligne droite, puis on va mesurer le courant. On va injecter le courant, mesurer la résistance. On va tracer un graphique des mesures de la résistance en fonction de la distance. Puis la résistance du système prise là où la pente est plate, le piquet C doit se trouver en dehors de la zone d'influence pour obtenir une lecture viable. Qu'est-ce qu'on veut dire? Bien, la zone d'influence, comme on expliquait tantôt, chacun des piquets va avoir une certaine zone d'influence. Mon piquet C, il faut absolument que je sois à l'extérieur de cette zone-là. Et mon piquet P aussi. Donc, j'ai installé lui était déjà là, mais j'ai installé mon piquet C, je m'en viens avec mon piquet B, puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une multitude de points de mesure et je vais tracer la courbe de la résistance. Puis ce qui m'intéresse, c'est ma zone ici au milieu. Ça, c'est ce qu'on appelle la valeur, la distance de potentiel idéal. Donc, c'est là où est-ce qu'on veut mesurer. Fait que ça, on regarde rapidement. On prend notre première mesure. On prend notre deuxième, et ainsi de suite. Puis là, bien, quand on va arriver de plus en plus proche de l'autre piquet, bien là, on retrouve un changement au niveau de la résistance. Fait qu'au début, j'avais une résistance qui était très basse, je suis rendu avec une résistance normale, et par la suite, je viens avec une résistance qui est anormalement élevée. Fait que l'idée, c'est on veut s'assurer d'être à l'extérieur des piquets pour prendre les mesures. Puis, par la suite, bien, on va trouver la partie plat, puis on va trouver la distance de notre sonde P. Puis ça va être ça qui va être notre valeur de résistance. Fait que ça, avec ça, on a la valeur de la résistance du sol. En général, cette distance-là équivaut à 62% de la distance entre mon piquet et mon piquet C. Fait qu'il y en a plusieurs qui ont décidé d'utiliser cette pratique-là, qui est de dire, au lieu de faire 75 000 tests, donc de faire des tests à toutes les distances, on va simplement prendre la lecture à 62%. Ça peut fonctionner, c'est généralement ça, mais en règle générale, il y a toujours des exceptions. L'autre chose qu'on peut faire, si on veut réduire un petit peu, bien, on peut changer de méthode. Fait que ça, on regarde. Des emplacements typiques. Si on a une électrode simple, ma sonde C, on va la mettre à 15 mètres, puis ma sonde P, 62% du 15 mètres, va être à 9,5. Si j'ai un système de plaques ou de plusieurs rods, bien à ce moment-là, il faut que j'augmente ma distance, parce que là, je vais tomber à 60 mètres entre mon piquet C et ma mise à la terre. Puis encore là, 62% de 60 mètres va m'amener à mon 38 mètres de distance. Ça, c'est des chiffres qui sont indicatifs. Mais il existe des tableaux. Donc, dans vos appareils, avec vos appareils, la plupart du temps, il y a des tableaux qui vont vous donner des indices sur les distances. Il faut, comme on disait tantôt, s'assurer qu'on a notre minimum de distance, parce que si mon C est trop proche, aucune des valeurs va être bonne. Je n'aurai pas de plateau. Là. Je vais toujours avoir une valeur de résistance, mais je n'aurai jamais de plateau plat. Fait que ça, c'est une des raisons. Puis si on s'ajuste la valeur de 62%, bien, je pourrais avoir une valeur qui va sembler adéquate, mais ce n'est pas la vraie valeur. Fait que le gros avantage, bien, c'est super fiable. Les tests, les résultats peuvent être vérifiés en effectuant des tests de différents emplacements entre les sondes. C'est approuvé par la norme IEEE 81, c'est la seule méthode qui est approuvée. L'opérateur a le plein contrôle de l'installation des tests, puis ça peut être
utilisé pour tester des systèmes de toutes les tailles. C'est très précis. Quand on sort d'un système à 4 fils, ben là, on va, côté de l'injection, avoir 2 fils. Donc, on va éliminer la résistance du filage à cet endroit-là. Et c'est significatif pour des masses de très faible résistance. C'est sûr que quand tu cherches de quoi de général, d'une grosse valeur de résistance, même si tu n'es pas aussi précis, ce n'est pas grave. Mais lorsque tu arrives, que tu as besoin de précision, c'est probablement la seule technique qui va être adéquate. Les problématiques, c'est très long. Parce qu'on l'a vu tantôt, on a beaucoup de mesures à prendre. Il faut continuellement mettre puis enlever la sonde temporaire. Donc, on la plante, on la déplante. On la plante, on la déplante. Des câbles doivent être passés pour effectuer les connexions. L'emplacement, c'est sûr que si tu essaies de faire ça en pleine ville comme Montréal, de trouver un 60 mètres de distance pour aller mettre tes piquets, c'est pas évident. Puis ensuite de ça, comme on disait tantôt, on déconnecte. Il faut toujours avoir notre mise à la terre de déconnecter. Fait que la problématique de là, c'est pour un emplacement qui est déjà en fonction, à moins que j'aille un arrêt et que je peux tout déploguer temporairement le temps de faire le test, c'est peut-être pas le test idéal pour. On a une façon simplifiée qui est basée sur la théorie de la décharge complète qu'on vient de faire, du test parfait, de la chute potentielle complète. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre 3 mesures seulement. L'idée est simple, c'est qu'on veut réduire le nombre de points de mesure. Donc, l'avantage, c'est beaucoup plus rapide que la méthode de chute potentielle traditionnelle. L'inconvénient, c'est moins fiable parce qu'on a moins de mesures. Fait que ce qu'on va faire pour prendre nos 3 mesures, on ne prendra pas n'importe lequel. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre à 50 %, à 40, à 50 et à 60. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'au lieu de tracer la courbe comme on a fait tantôt, on va prendre ces 3 valeurs-là, on va calculer la valeur moyenne, on va prendre cette valeur moyenne-là, on va soustraire la valeur la plus éloignée de RA, puis on va faire notre calcul. Donc, si on aurait un exemple, position 1, on avait 58 ohms, position 2, 55, position 3, 59. On a fait notre moyenne qui donne 57,3. Je prends mon 57,3 moins mon 55, qui était ma valeur la plus basse. Je me retrouve avec une valeur de 4 % multiplié par 1,2, donc j'ai un petit 1,2, je me retrouve avec 4,8 %. Fait que c'est sûr que si mon réseau demandait une résistance inférieure à 5 ohms, pas à 5 ohms, mais à 5 % de précision, puis que j'ai mesuré avec ma résistance 4,8, mais là, à ce moment-là, oui, ça serait adéquat. Sinon, ce test-là ne devient pas adéquat. Donc, la méthode qu'on a vue ici, c'était de faire avec nos 3 rods. L'autre façon qu'on aurait pu le faire, c'est avec une seule rod à 62 %, mais qui n'est pas nécessairement l'idéal, un peu comme celui-là. Mais dans tous ces tests-là, on a toujours eu la même problématique, c'est qu'il fallait débrancher notre mise à la terre. Fait que là, maintenant, on est rendu avec une nouvelle méthode, qui est la méthode ART, Attach Rod Technique, où là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le même type d'installation que lorsqu'on fait le test avec nos 3 pôles. Mais la différence, c'est que maintenant, on va venir mettre une pince ampère-métrique à cet endroit-là pour aller mesurer le courant. Donc là, maintenant, au lieu de débrancher, on va mettre notre pince ampère-métrique, on va mesurer le courant qui va circuler à l'intérieur. Et à ce moment-là, on va être en mesure de faire notre calcul de la résistance. Mais à la base, c'est le même principe. Donc, avec ce test-là, on vient d'éliminer notre besoin de débrancher. Ce qui nous amène aux pinces. Tout le monde veut se servir des pinces. Mais si tu prends juste les pinces tout seul, ce n'est pas nécessairement fonctionnel. Ici, la raison pourquoi la pince fonctionne, c'est qu'on a nos 2 autres tiges qu'on a plantées. Puis à ce moment-là, on est capable de faire circuler le flot d'électricité pour aller le mesurer.
Si je m'en viens avec une pince tout seul, puis j'ai juste une mise à la terre, je n'ai pas d'autres réseaux de retour, bien, la pince de mise à la terre, elle ne pourra pas fonctionner. La pince, elle va simplement mesurer un courant X. Ou encore pire, si je me retrouve dans une situation où est-ce que j'avais une connexion qui se produit entre mes fils, donc un exemple, j'aurais une connexion ici entre mes fils, bien là, je pourrais me retrouver avec une loupe de courant. Fait que si je me sers la pince dans une mauvaise condition comme ça, bien là, à ce moment-là, je vais être complètement dérouté. Parce que la pince, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va chercher le chemin le plus facile. Fait qu'au lieu de passer à travers le sol ici, elle va simplement passer à travers le fil, puis revenir, puis elle va créer une loupe. L'autre chose, bien, dépendant du nombre de tiges qu'on a, bien, la précision va être plus ou moins grande. Parce que plus que j'ai de résistance, si on se souvient de nos calculs de résistance en parallèle, bien, plus que j'ai de résistance, bien, la valeur de chacune de ces résistances-là devient moins importante. Fait que si j'ai un exemple, un système avec 6 tiges, ben, je vais avoir une résistance X. Si j'ai un système avec 100 tiges, ben, là, je vais avoir une résistance X qui va être plus bas, mon équivalent. Fait que quand on va mesurer la résistance, on va mesurer toujours notre résistance ici et la résistance de retour. Fait que plus que j'ai de ces bornes-là, plus ça va être diminué. Mais c'est un test rapide. Fait que dans certains cas, si ce que je veux faire, c'est simplement suivre dans le temps une installation qui a déjà été faite adéquatement, bien, ça peut être une bonne façon. Il faut juste que je m'assure de ne pas me brancher à mauvaise place. Si on s'en va un exemple, les tours d'antenne cellulaire. Bien, les tours d'antenne cellulaire, souvent, c'est ça qui va arriver, c'est qu'on va avoir toutes nos mises à la terre qui sont reliées ensemble, puis par la suite, s'en vont à la terre. Fait que si je prends ma mesure trop haut, mais là, à ce moment-là, au lieu de voir la résistance du sol, je vais simplement voir la résistance entre les fils. Moi, je me souviens, à un certain moment donné, j'avais été invité par un client qui est en train de développer une procédure lorsqu'il y avait des déversements, des choses comme ça, puis il voulait s'assurer que le mise à la terre était bonne. Fait que là, il m'explique comment il fait ses branchements. J'ai dit, oups, on a un problème. J'ai dit, est-ce que tu as tes systèmes de rod? Parce que c'était fait un système de rod temporaire qui branchait pour isoler lors d'un déversement pour être sûr que tout était bien grandé. Fait que là, on a été dans son local. J'ai dit, dépose-les puis branche-les ensemble. Fait qu'il les a branchés ensemble. Il n'était pas piqué dans le sol. Là. Il a simplement déposé les rods au sol. Il a tout fait ses branchements. Là, j'ai dit, prends ta pince. Toutes ses lectures étaient bonnes. C'est que ce qui arrivait, c'est qu'il prenait la résistance de connexion entre ses tiges et non la connexion avec le sol. Fait que c'est super important lorsque vous faites une mesure avec une pince de comprendre le réseau que vous regardez. Puis là, à ce moment-là, vous êtes en mesure là, de travailler adéquatement. Donc, les pinces doubles vont mesurer la résistance des électrodes de terre individuellement dans un système sans enjeu ni déconnexion au système de terre. Un autre avantage, par contre, c'est que si j'ai une connexion, bien là, je peux prendre la résistance ici, puis je peux le prendre aussi ici. Fait qu'à ce moment-là, je vais être capable de voir la valeur avec et sans mon interconnexion. Fait que le dispositif principal de mise à l'instar installé, bon, bien, les systèmes doivent être contrôlés régulièrement. C'est pas vrai que si ça a été installé il y a 10 ans, que c'est encore valide. Il y a différentes choses qui peuvent avoir changé, soit les besoins au niveau de l'usine elle-même, soit simplement les conditions, le sol qui a varié, on est plus ou moins sec, humide, et ainsi de suite. Fait que ça serait bon une fois de temps en temps, de valider nos systèmes de mise à la terre. Ceux qui ont des bons systèmes de prévention, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont servir un nombre impair de mois, 5, 7 ou 9 mois comme intervalle. L'idée de ça, c'est de s'assurer d'être dans différentes saisons à chaque fois qu'ils font des tests. Fait qu'en le fait de prendre une valeur impaire, on va aller faire des tests dans les différentes saisons de l'année. À ce moment-là, on va avoir également une meilleure représentativité de ce qui se passe comme système. Les grands systèmes doivent avoir des résistances très faibles. On peut parler de 90 millions. Donc, ceux qui font les calculs, là, 90 millions, c'est quand même très, très bas. Puis, les relevés avec beaucoup d'interférences sont fréquentes dans les zones bâties. Mais c'est sûr et certain que si tu t'en vas à un endroit qui a plein d'autres usines à côté, que
bien là, tu vas toujours avoir des interférences qui vont peut-être changer au niveau de tes mesures. C'est pour ça que c'est une autre raison pourquoi c'est bon de faire des tests plus fréquemment. Fait que, comme on disait tantôt, résistance du sol, super important. Il faut s'assurer avant de mettre nos mises à la terre qu'on est dans les bonnes conditions. Ensuite, résistance, une fois qu'on a choisi le bon emplacement, est-ce que mes connexions sont bien faites? Est-ce que j'ai été me planter directement dans une grosse roche que finalement, cet endroit-là spécifique, c'est peut-être pas la bonne place? En faisant la vérification de ma tige ou de mon système de mise à la terre, je vais être adéquat. Par la suite, on va le suivre. Puis une des façons qu'on peut le suivre, bien, ça peut être avec la pince ampérimétrique ou avec le système avec les tiges. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Parfait. Ben, merci beaucoup pour la présentation, Claude. Merci beaucoup tout le monde. Puis ça, c'est le temps pour vous profiter d'avoir un expert comme Claude connecté avec nous aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, utilisez la fonction chat pour nous donner toutes les questions que vous avez. Un petit note, si vous avez des questions pour les produits spécifiques, des prix, des disponibilités, les recommandations, puis tout ça, s'il vous plaît, nous visitez notre site web itm.com/fr pour la version française. Puis vous pouvez trouver toutes nos coordonnées pour nous connecter à un de nos membres de service à la clientèle et service technique qui peut vous aider avec ces questions spécifiques-là. Donc, durant la présentation, on a eu un couple de questions. Une question de MEDA, c'est est-ce qu'il y en a un standard pour obtenir la valeur en ohms de MLT? Par exemple, un objectif de 5 ohms ou 3 ohms. Est-ce qu'il y en a un standard d'utiliser ou est-ce que c'est simplement une bonne pratique d'utiliser ou obtenir? OK. Bon, ben, comme on disait tantôt, tous les appareils qu'on a parlé tantôt qui mesurent la résistance, surtout ceux qui vont faire là, les tests avec les 3 pôles, nous donnent réellement la résistance du sol. Ce qu'il faut faire, c'est de trouver l'emplacement spécifique. Donc, c'est pour ça qu'on va faire des tests à différentes distances pour trouver la zone, le plateau. Et à partir de ce plateau-là, bien là, on va être en mesure de donner la valeur de résistance du sol à cet endroit-là. Parfait. Une autre question qui vient, c'est est-ce qu'il y en a une file de conducteurs entre les piquets R1, R2 et R3? Est-ce qu'il y en a? Oui, bien si on regarde, je vais juste avancer à la dernière slide. Parce qu'on a une belle petite photo ici, une avant-dernière, si je peux me rendre. Lorsque tu achètes un système de mise à la terre, de vérification de mise à la terre, ce que tu vas avoir, c'est des rouleaux avec des fils spécifiques pour pouvoir faire tes connexions. Si on regarde ici, donc on a ici là, nos rouleaux là, qui sont justement ici. Fait que chacun des rouleaux va être pour me faciliter ma connexion. Donc, je vais connecter à partir de l'appareil jusqu'à mes différentes tiges que je vais planter dans le sol. Toujours à 1/20e de la profondeur. Une question. Est-ce que la pluie va influencer un test du sol ou un test de mise à la terre? Oui, parce que comme on expliquait tantôt, la résistance du sol va varier selon la température, selon l'humidité. Donc, c'est sûr que lorsqu'il pleut, bien, ton sol va rajouter de l'eau. L'eau étant un bon conducteur, on va avoir des valeurs plus basses. Parfait. Un petit rappel à tout le monde, s'il vous plaît, utilisez la fonction chat pour demander toutes vos questions. Meda, je le vois, une autre question que vous avez posée ici. On va vous répondre en privé par courriel.
On va prendre vos coordonnées, puis on va vous répondre en privé par courriel tantôt. On va voir ici. OK. On n'a pas d'autres questions pour le moment. Je vais juste voir la liste parce qu'on avait un couple qui était toutes répondu par notre première question qu'on avait. Donc, un rappel encore à tout le monde, si vous avez des questions maintenant, utilisez la fonction chat. Si vous avez des questions après la fin de ce webinaire, s'il vous plaît, utilisez puis visitez notre site web. Il est juste là, itm.com/fr pour la version française. Vous trouverez tous nos produits, les listes de disponibilité, les prix et toutes nos coordonnées de courriel, téléphone, puis le live chat aussi pour connecter à un de nos membres de spécialistes techniques. Donc, une question qui se pose, est-ce qu'il y en a une fréquence standard pour faire les tests de mise à terre? Une fréquence dans le temps ou une fréquence parce que lorsqu'on fait les tests, on injecte avec une fréquence dans le temps. Oui, non, il n'y en a pas réellement. C'est réellement là, à chaque utilisateur de déterminer qu'est-ce qu'eux jugent adéquat comme variation. Fait que c'est sûr et certain que l'idée, c'est d'essayer toujours de prendre le pire cas. Est-ce que je suis dans une condition où est-ce que mes conditions changent continuellement? Je passe d'un assèchement complet à une zone là, pratiquement d'inondation. Là, à ce moment-là, ça serait peut-être de s'assurer de prendre dans les différentes conditions pour pas que lorsque je suis en période de sécheresse, mon réseau de mise à la terre n'est peut-être plus adéquat à ce moment-là. Mais sinon, non. Ça peut être aussi basé sur les agrandissements. Donc, on a rajouté du béton, on a rajouté une structure, mais ça peut avoir changé les conditions là, de la résistance aussi. Parfait. Puis, juste vite, pour Meda puis Mounir, les deux questions que vous avez posées pour les produits spécifiques, on va prendre vos questions par courriel, puis on va vous répondre par courriel directement. Donc, un dernier rappel pour tout le monde. Si vous avez des questions, il nous reste à peu près 10 minutes de vous poser puis répondre. S'il vous plaît, utilisez la fonction chat. Sinon, on va remercier Claude et Megar pour la présentation aujourd'hui. On va dire merci à tout le monde à nous joindre aujourd'hui aussi. Puis non, il semble qu'on n'a pas eu des questions encore. Donc, Claude, encore, merci beaucoup pour la présentation. Beaucoup d'informations, très informatives. Donc, merci beaucoup tout le monde. Passez une belle fin de journée. Oui. Donc, au nom de ITM Université, nous vous remercions à tout le monde à nous joindre aujourd'hui pour le webinaire. Nous espérons que vous avez trouvé instructif et utile. Nous sommes disponibles pour vous aider de quelques manières. Vous pouvez nous visiter sur notre site web, comme j'ai dit tantôt, pour trouver toutes nos coordonnées. Et à la fin de ce webinaire, on a un très court sondage que nous aimerons que vous remplissiez. Vos commentaires nous aideront et nous améliorer, et nous permettront de vous proposer plus de sujets que vous intéressent. Nous avons des webinaires à venir dans les prochaines semaines et mois. Visitez la section formation sur notre site web pour trouver la liste des dates et sujets. Et n'oubliez pas que pour vous remercier d'avoir partagé aujourd'hui et participé aujourd'hui, votre nom sera inscrit au tirage pour gagner 100 pièces pour votre prochaine commande en ligne. Le gagnant sera annoncé sur nos médias sociaux. Assurez-vous de nous consulter. Encore, merci à tout le monde de nous connecter aujourd'hui. Merci à Claude et on vous souhaite une très bonne journée.